Hier jeudi, le président de la République Alassane Ouattara effectue à Franceville au Gabon une visite d'amitié de travail de 24 heures à l'invitation de son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Les deux présidents ont échangé sur les relations bilatérales et les sujets d'actualité, notamment la question du terrorisme. La ville de Bouna a été le théâtre de violents affrontements entre communautés Lobi et Peul. Des affrontements qui ont fait des morts, des blessés et des dégâts matériels. Le marché de Bouna, par exemple, en partie était incendié, mais le calme est revenu dans la ville. Il y aura du football dans cette édition. Les éléphants footballeurs reçoivent cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny les Faucons du Soudan dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté chez Abidjan ce vendredi 25 mars aux environs de 11h30 pour un séjour d'une semaine en France. À son retour de France, le chef de l'État va prendre part le 2 avril à l'investiture du président nigérien Issoufou Mahamadou et le 6 avril, il sera au Bénin pour assister à l'investiture du nouveau président Patrice Talon. Autre activité du chef de l'État, hier jeudi, le président de la République, Alassane Ouattara, a effectué à Franceville, au Gabon, une visite d'amitié et de travail à l'invitation de son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Il a regagné à Abidjan aux environs de 20h à Franceville. Les présidents ivoiriens et gabonais ont longuement échangé sur les relations bilatérales et les sujets d'actualité, notamment la question du terrorisme et les dispositions à prendre pour y faire face. Nous y reviendrons justement dans cette édition. Ici en Côte d'Ivoire, le pont de Jacquesville ou encore le pont Philippe Grégoire-Yassé a eu un an le 21 mars dernier. Chez les populations des 3A, Aïzi, Abika, Maladjan ont célébré le premier anniversaire de ce pont qui a permis de désenclaver la région de Grand Pont. Occasion pour elles d'exprimer leur reconnaissance à leur bienfaiteur, le président de la République, Alassane Ouattara. Et c'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et d'autres personnalités. Témoin pour RTI 1, Sidonie Waka Davila. Un an après l'ouverture du pont Philippe Grégoire-Yassé de Jacquesville, les populations de la région des Grands Ponts se souviennent. Ces populations des 3A, Aïzi, Avika, Malagyan, restent touchées par cet acte historique. Au nom des populations de la région des Grands Ponts, je voudrais vous exprimer leur gratitude pour ce merveilleux ouvrage que Monsieur le Président de la République a bien voulu inaugurer le 21 mars 2015. Cette belle infrastructure a permis d'amorcer le développement du département de Jacquesville. Cependant, les populations des Grands Ponts souhaitent que le chef de l'État aille plus loin dans son projet de développement de la région. Nous avons besoin de renforts en sécurité, surtout que notre gendarmerie est mal équipée. Il est impérieux qu'un poste de police voit le jour à l'entrée du pont. Monsieur le ministre d'État, un commissariat de police pour la ville, c'est aussi une priorité. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui avait à ses côtés le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, cheville ouvrière du projet Pont de Jacquesville, s'est engagé à donner une suite favorable à toutes ces requêtes. Pour preuve, il a procédé à la pose de la première pierre du commissariat de police de Jacquesville. Vous-même, vous êtes témoin de ce que le président fait dans l'ensemble du pays. Et Jacquesville va continuer à recevoir le soutien de l'État à travers des projets structurants qui vont améliorer votre condition de vie. Il a par ailleurs profité de l'occasion de la célébration du premier anniversaire du pont pour évoquer la question du terrorisme. Face au terrorisme, on doit dire non. La première réponse, c'est notre unité. Nous devons rester ensemble. Nous devons leur dire qu'ils ne vont pas nous empêcher de nous aimer malgré nos différences. Et nous, l'État, le gouvernement, nous ferons notre part. Notre part, c'est d'organiser nos forces de sécurité pour qu'elles soient présentes sur l'ensemble du territoire. Avant de quitter Jacquesville, cité balnéaire située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, le ministre d'État Ahmed Bakayoko s'est rendu sur les plages pour s'assurer du dispositif de sécurité.
Parlant toujours de terrorisme, les ministres de la Sécurité de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal ont décidé hier jeudi ici à Abidjan de renforcer les relations entre leurs services face à la menace djihadiste régionale. Ils vont mutualiser leurs efforts en instituant des rencontres régulières afin de mettre à jour leurs informations dans la lutte contre le terrorisme. Abou Sanogo. En 5 mois, 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire récemment ont été attaqués par les terroristes. Bilan, 60 personnes tuées et plusieurs blessés. La menace est donc réelle et même permanente. Les ministres de la sécurité de ces pays déjà touchés, plus le Sénégal encore dans le viseur des djihadistes, sont à Abidjan depuis mercredi pour mutualiser leurs efforts. Résolution, le renforcement des relations entre les services de sécurité des 4 États concernés. À l'issue des discussions, les ministres se sont accordés sur les points suivants. Établir une unité d'action et une collaboration systématique entre ces services. Instituer des rencontres régulières et tournantes des ministres en charge de la sécurité afin de mettre à jour les connaissances et les informations sur le terrorisme dans ces pays. Inciter les pays de la région à accélérer la mise en œuvre de la carte d'identité biométrique qui permettra la traçabilité des mouvements de part et d'autre des frontières. Les 4 ministres de la Sécurité sont aussi d'accord pour harmoniser non seulement leur arsenal juridique en matière de lutte contre le terrorisme, mais aussi d'harmoniser les normes de surveillance des frontières. Toutes ces mesures prises au plus haut niveau ne seront réellement efficaces que s'il y a une vraie collaboration des populations. Cette question de lutte contre le terrorisme n'est pas la seule affaire des forces de défense et de sécurité. C'est de toute la population. C'est pourquoi nous interpellons aussi nos populations à nous aider dans le domaine des informations qui sont très importantes. Il y a déjà eu des rencontres dans nos espaces sous-régionaux qui sont la CEDEAO, l'UEMOA en matière de sécurité. Donc l'échange n'a pas manqué. Mais là, nous venons aller plus loin. Voilà. C'est vrai que nous réduisions tous ces attentats. Maintenant, nous sommes au cœur de l'attentat. Donc, la posture n'est pas la même. Donc, nous avons souhaité que cette réunion puisse aller beaucoup plus loin dans notre stratégie de réponse globale à cette menace, comme on l'a dit, qui est globale. Chacun des 4 pays s'est engagé à renforcer la sécurité aux frontières. La Côte d'Ivoire et le Burkina, eux, maintiennent l'alerte antiterroriste à son niveau maximal. Autre sujet relatif au terrorisme, cette fois en France, lors d'un point presse donné dans la soirée d'hier, le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a déclaré qu'une interpellation importante a permis de mettre en échec un projet d'attentat en France conduit à un stade avancé. L'opération policière a eu lieu à Argenteuil, dans le département de Val d'Oise, en région Île-de-France. Des explosifs en petite quantité ont été découverts lors de cette opération. Et puis, les 28 ministres de l'Intérieur et de la Justice de l'Union européenne se sont retrouvés hier jeudi dans la capitale belge pour une réunion exceptionnelle après les attentats de Bruxelles pour mieux coordonner leurs efforts en matière de lutte contre le terrorisme. Et nous revenons en Côte d'Ivoire et nous vous donnons ce communiqué. Des incidents opposent depuis la nuit du 23 mars 2016 à différentes communautés dans le département de Bouna. Ces incidents ont causé des morts et occasionné des blessés. Le gouvernement a pris des mesures pour ramener le calme et les secours sanitaires ont été convoyés en vue de faire face aux premières urgences. Le gouvernement appelle les populations du département de Bouna au calme. Une enquête sera ouverte à l'effet de faire la lumière sur ces incidents. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Contrairement à Bouna, à Séguélon, dans la région du Denguélé, les agriculteurs et les éleveurs ont mis fin à leur conflit trop récurrent ces dernières années. Et ce retour à la paix est à mettre à l'actif du préfet de cette localité. Plus de détails avec Chantal Eoumon à Kandan. Entre les éleveurs et les agriculteurs de Séguélon, la tension est retombée. Le préfet de la localité a réussi à réconcilier les 2 parties hier en conflit, à l'issue d'une réunion de concertation à son initiative.
Agriculteurs et éleveurs ont été invités à leurs responsabilités. Ainsi, les agriculteurs ne doivent plus se faire justice en s'attaquant aux bouviers et les bouviers, quant à eux, sont tenus de construire des parcs dans les forêts classées pour réduire les dégâts de culture. Nous avons pour mission de faire en sorte que ces deux activités puissent être menées sans qu'il y ait trop de heurts. Nous avons jugé utile de les convoquer pour leur parler afin que la paix et la cohésion sociale soient maintenues. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents dans le département de Séguélon. Les comités villageois de prévention de ces conflits ont toujours échoué dans leur mission, selon le préfet Benjamin Nanou. Ils sont au nombre de 200. Les éleveurs recensés dans le département de Séguélon et 47 autres en errance dans les sous-préfectures de Djibrosso et Gbongata. La capitale économique ivoirienne ouvre ses portes aux hommes d'affaires du monde à travers la Foire internationale d'Abidjan. Cette deuxième édition, qui a débuté hier, va prendre fin le 5 avril prochain. Cette foire se tient au Palais des Sports de Treichville. Elle est essentiellement portée par le Maroc, qui espère ainsi accroître sa part de marché en Côte d'Ivoire, pays dans lequel il a été consacré premier investisseur en 2015 avec un niveau de transaction de l'ordre de 122 milliards de francs CFA. Ils sont à l'honneur, les hommes d'affaires marocains, à cette deuxième édition de la Foire internationale d'Abidjan. Ils ont des arguments à faire valoir. Je présentais les théières, les plateaux, les décorations comme ça pour les langues. Dans un environnement économique où l'heure est à la densification de la coopération sud-sud, le choix du Maroc ne relève pas du hasard. Le Maroc est le premier pays investisseur de la Côte d'Ivoire en 2015. Et il faut dire que la directrice du Maroc Export, Mme Mafirou, depuis l'année dernière, a décidé de nous aider à positionner la Foire internationale d'Abidjan. Donc il y a cet engagement-là qu'elle a pris avec son équipe et qu'il était normal que nous puissions prendre le Maroc comme pays à l'honneur de cette deuxième édition. Et nous avons eu raison de le faire. Mais pour les autorités marocaines, la présence du royaume chérifien à cette exposition commerciale revêt une toute autre dimension. Grâce à la présence d'opérateurs privés représentant les différents secteurs, nous espérons à augmenter et diversifier le commerce bilatéral et promouvoir le partenariat fructueux gagnant-gagnant entre les entreprises de nos pays. Une balle que le gouvernement entend saisir au bon. Comme c'est déjà le cas à Casablanca, la Côte d'Ivoire envisage de mettre en place un parc d'exposition et a en projet la création d'un office des foires. En 2015, le niveau des transactions entre la Côte d'Ivoire et le Maroc a été de 122 milliards de francs CFA. Venant Seman Niamia, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle était l'invité des rendez-vous du gouvernement hier jeudi. Paul Kofi est allé communiquer sur sa politique de redynamisation de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire. Nous allons retrouver une fois de plus Venant Seman Niamia. Invité de la tribune les rendez-vous du gouvernement, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle s'est voulu très précis sur les mots qui minent son département. Selon Paul Kofi, les établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle sont insuffisants. Les 62 existants pour tout le pays sont dans un état de délabrement très avancé. Ils sont sous-équipés, le matériel existant est aussi vétuste. Pire, le contenu des formations est en inadéquation avec les besoins du marché des emplois, ce qui rend difficile l'insertion des diplômés. Vous avez beaucoup de BT, de BTS dans le domaine de la finance-comptabilité, dite gestion commerciale, gestion finance et comptabilité. Ce sont certes des matières utiles, mais le contenu de la formation, les modules qui sont enseignés sont dépassés par l'économie aujourd'hui. Pour le ministre Paul Kofi, il faut diversifier l'offre de formation et créer des centres professionnels et des lycées professionnels dans toutes les régions du pays. Nous voulons mettre au niveau de chaque, n'est-ce pas, district, un lycée technique et professionnel, c'est-à-dire à vocation, n'est-ce pas, baccalauréat technique et naturellement les BTS. Au niveau des régions, donc sur les 31 régions, c'est de mettre en place des lycées professionnels à vocation régionale qui s'appuient sur les potentialités de la région. Si une région agricole, il est préférable de faire un lycée professionnel agricole. Si une région est industrielle, il est préférable d'aller dans ce sens, ainsi de suite.
Quel dispositif d'enseignement technique et de la formation professionnelle pour une Côte d'Ivoire émergente? C'est le thème sur lequel le ministre Paul Kofi Kofi s'est prononcé. Initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale CICG, les rendez-vous du gouvernement sont une plateforme d'échange pour faire connaître et comprendre les actes et décisions du gouvernement. Elle est tout à fait autre chose à présent et rendons-nous à Béoumi où le ministre Sidiki Touré de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a procédé au lancement d'un travaux de réhabilitation des centres d'écoute et de conseil, une infrastructure d'encadrement de la jeunesse. Ouattara Djeneba, Ouattara Amadou Walter, RT Boaké. Premier coup de pioche du démarrage des travaux des centres d'écoute et de conseil donnés par le ministre en charge des jeunes, Sidiki Touré, à Béoumi. Localité dont le centre d'écoute et de conseil est en ruine depuis plus d'une décennie. La réhabilitation du bâtiment va coûter plus de 4 millions de francs CFA. Espace d'échange, d'éducation, de réflexion et d'information, les centres d'écoute et de conseil visent à contribuer au bien-être de la jeunesse. Donc nous sommes heureux que cette initiative parte d'ici, mais il faut comprendre que c'est toute l'initiative au niveau national qui est ainsi lancée. Ce centre leur permettra d'avoir accès à l'information pour leur protection contre les fléaux de la vie, en l'occurrence le VIH-Sida, la drogue, etc. Donc c'est vraiment un endroit où nous trouvons l'opportun de réunir les jeunes, leur donner les messages dont ils ont besoin pour être protégés. Les autorités municipales et responsables de jeunesse se réjouissent de l'initiative. Avec la réhabilitation de ce centre, je crois bien que la jeunesse aura un endroit où se retrouver, échanger et puis, s'il faut dire, discuter autour de quelques débats et puis partager les connaissances. Le centre d'écoute et de conseil de Béoumi sera doté d'un bureau et d'une salle multimédia. Les travaux de réhabilitation sont prévus pour 6 mois. Sidiki Touré exhorte donc les jeunes à s'approprier le projet en vue de leur épanouissement. Autre activité du gouvernement ivoirien, et cette fois il s'agit du ministre de l'Habitat et du Logement Social qui s'est rendu mardi à Benjéville pour visiter les différents sites qui abritent le projet de logements sociaux et économiques. Niamia Konon est allé s'assurer de l'état d'avancement des travaux pour avoir une idée nette de la date de livraison des premiers logements. À l'issue de sa visite, il s'est dit satisfait du travail abattu par les promoteurs immobiliers. Reportage Vénance Eman. À Benjéville, le projet de construction de logements sociaux et économiques avance bien. En visite dans la localité pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux, le ministre de l'Habitat et du Logement Social a pu se rendre compte du travail abattu par les promoteurs immobiliers. Je me suis rendu compte que beaucoup d'efforts ont été accomplis. Beaucoup de jeunes promoteurs ont fait beaucoup de choses sur des terrains que je constate pas faciles. Des logements sociaux. Il y a des espaces aménagés pour les jeux, en tout cas beaucoup d'efforts. J'ai été agréablement surpris sur certains chantiers. Ce sont des cités quasiment achevées à 95% qui vont être bientôt livrées aux souscripteurs. Selon les promoteurs, ce sont les travaux de VRD qui ont fait traîner la plupart des opérations immobilières. Quand on parle de VRD, il faut entendre par là de voirie. Voirie, c'est les ouvertures de voies, vous avez vu le bitume, tout ça. Et par la suite, il y a les assainissements. Après les assainissements, il faut quand même évidemment des espaces verts. Et il faut, au-delà de la construction des logements, créer un cadre de vie vraiment sain pour les souscripteurs. Niamia Konan souligne que les premières maisons doivent être livrées d'ici fin avril. Cependant, il insiste sur la nécessité de fournir des maisons totalement prêtes à habiter afin d'éviter des travaux supplémentaires aux acquéreurs. Il ne faut pas que les gens habitent les maisons, il y a la saison de pluie qui arrive. Il y a des inondations, il faut qu'ils habitent des maisons où il y a l'électricité, où il y a l'eau. Tous ces problèmes-là n'ont rien à voir avec la construction de la maison, mais sont indispensables pour que les maisons soient habitables et pour qu'on procède à la remise des clés. L'objectif des 60 000 logements sociaux et économiques fixés au démarrage du projet par l'État a été porté à 150 000 d'ici 2020. La principale problématique étant le financement, le ministre de l'Habitat et du Logement Social a rassuré les promoteurs. L'État jouera sa partition afin de permettre à un grand nombre d'Ivoiriens d'avoir un toit. Niamia Konan invite donc les populations à poursuivre les souscriptions. Voilà, et nous revenons sur cette information. Des incidents opposent depuis la nuit du 23 mars 2016 à différentes communautés
dans le département de Bouna. Ces incidents ont causé des morts et occasionné des blessés. Le gouvernement a pris des mesures pour amener le calme et les secours sanitaires ont été convoyés en vue de faire face aux premières urgences. Le gouvernement appelle les populations du département de Bouna au calme. Une enquête sera ouverte à l'effet de faire la lumière sur ces incidents. Alors nous allons comprendre un peu plus sur cette affaire avec le correspondant de Radio Côte d'Ivoire à Bouna, Joseph Assalé. Bonjour Joseph Assalé. Est-ce que le calme demeure à Bouna? Oui, bonjour Albert Assa. Le calme. Oui, le calme. Oui, bonjour à Albert Assa. Le calme est revenu ici. Cependant, Bouna reste une ville morte. Le marché, les stations d'essence, les boutiques restent fermées et le transport paralysé. Les forces de défense et de sécurité patrouillent dans la ville en vue d'éviter la survenue d'éventuels incidents. Dans les villages, cependant, la tension reste vive selon des sources policières. Conséquence, on enregistre plus de 1600 déplacés et logés provisoirement à la résidence du préfet, aux postes de police et de gendarmerie de Bouna. Oui. Merci Joseph Assalé. Joseph, alors je voudrais vous demander, vous avez parlé de plusieurs déplacements. Alors rappelez-nous très rapidement ce qui s'est passé. Oui, il faut dire que tout est parti dans la matinée d'hier, aux environs de 7h30. Il y a eu des échauffourées entre des groupes de jeunes gens avec en toile de fond le conflit agriculteur-éleveur. Et les forces de sécurité et de défense ont réagi promptement pour mettre fin aux velléités. Mais contre toute attente, dans l'après-midi, des hommes en tenue d'oiseau se sont invités dans le conflit, selon des sources policières. Et naturellement, les conséquences sont aujourd'hui déplorables. Nous avons enregistré, selon des sources hospitalières, 15 morts, 35 blessés. Alors, merci Joseph, merci pour toutes ces précisions. Voilà, merci. Nous allons certainement vous retrouver dans les autres éditions. Les autorités administratives, politiques et traditionnelles mettent donc tout en œuvre pour calmer les tensions dans la localité de Bouna. Un mot de religion dans cette édition. Ce vendredi 25 mars, certaines communautés chrétiennes commémorent la Passion de Christ avant la fête de Pâques. C'est le cas de l'église du Christ Mission Aris de Yopougon, Temple Noé. Les détails avec Francis Boifo. Église du Christ Mission Ariste de Yopougon, Temple Noé. Ce vendredi saint, les fidèles sont tous de noir vêtus. L'autel couvert en noir et les bougies blanches remplacées par d'autres en noir. Le noir, signe de deuil chez les aristes. Ils commémorent la Passion du Christ. À la différence des catholiques, la communauté ariste ne fait pas de procession. À 5h30, il a été jugé devant Ponce Pilate et Hérode. Donc à 5h30, il y a un culte. À 9h, c'est à 9h que le Christ a rendu l'âme. À 9h, il y a un culte. Et à 18h30, il a été enterré. Donc à 18h30, il y a un culte. On ne fait pas de procession. Mais le message reste le même. L'amour du prochain et le pardon. Les gens ont craché sur le Christ. Mais à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Donc je demande à tous les Ivoiriens, à tous les nouveaux, que tu sois politicien, que tu sois religieux, que tu sois non-religieux, de pardonner ton voisin. Pour qu'il y ait une paix, une réconciliation en Côte d'Ivoire. Trahi, humilié, arrêté, jugé, crucifié, mort sur la croix et enterré ce vendredi saint, Jésus-Christ sera ressuscité dans 3 jours. Du sport à présent, les éléphants footballeurs reçoivent cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny les Faucons du Soudan dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Les éléphants entament un virage important dans la course à la CAN 2017.
Ainsi, la double confrontation avec le Soudan s'annonce décisive. En 2 sorties, la troupe de Michel Dussuyer a allié 2 nuls blancs. De petites prestations qui relèguent les éléphants à la 3e place du groupe I avec 2 points derrière le Gabon, premier avec 4 points, et le Soudan, 2e avec 3 points. Dans ce groupe, le Gabon, pays organisateur de la CAN 2017, joue pour du beurre. La place qualificative se dispute donc entre les éléphants de Côte d'Ivoire, le Soudan et la Sierra Leone. Un match à 3 pour une seule place. Pour ne pas lâcher prise dans cette bataille, les éléphants doivent faire le plein de points. Or, l'attaque n'a inscrit aucun but en 2 matchs face au Gabon et à la Sierra Leone. Gervinho, Boni Wilfried et Salomon Kalou n'ont pas trouvé le chemin des filets. Vendredi, le public du stade Félix Houphouët-Boigny attend donc que la tête des éléphants retrouve la foudre au bout des souliers. Absent de la sélection depuis 1 an, Yaya Touré devrait faire son grand retour face au Soudan. Mais le milieu de terrain des Citizens a été touché dans le derby de Manchester entre United et City. Il est donc incertain pour les 2 sorties face aux Soudanais. Une absence de taille pour le 11 ivoirien qui a été orphelin de son maître du jeu. Cependant, Serge Aurier, mis à l'écart par le Paris Saint-Germain, a là l'occasion de montrer qu'il n'a rien perdu de son punch. Un autre atout donc pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Allez tous au stade Félix Houphouët-Boigny pour supporter les éléphants de Côte d'Ivoire. RTI Sport sera au rendez-vous. Sachez, nous n'allons pas terminer avec cette information. Le célèbre footballeur hollandais Johan Cruyff est décédé hier à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer du poumon. Les Pays-Bas lui rendent ce vendredi un vibrant hommage. Et justement, nous allons terminer avec cette information. Hier jeudi, le président de la République Alassane Ouattara a effectué à Franceville au Gabon une visite d'amitié de travail à l'invitation de son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Il a regagné Abidjan aux environs de 20h à Franceville. Les présidents ivoiriens et gabonais ont longuement échangé sur les relations bilatérales et les sujets d'actualité, notamment la question du terrorisme et les dispositions à prendre pour y faire face. Jérôme Kofi à Boulay. Séjour bref du président de la République de Côte d'Ivoire au Gabon, mais activités intenses. Au nombre de celles-ci, l'entretien en tête-à-tête entre les présidents ivoiriens et gabonais. Il a été surtout question du terrorisme, de la situation économique liée à la chute des matières premières, de la situation entre les 2 sous-régions et du renforcement des relations déjà étroites entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Entre le président et moi-même, nous nous sommes déjà fixés ces habitudes de pouvoir être en consultation permanente. Et c'est ce que nous faisons, une fois ici, une fois en Côte d'Ivoire. Donc cette fois-ci, le président est venu me rendre visite. La prochaine fois, c'est moi qui irai le voir. Et puis au cours de les conversations que nous avons eues, il a été question de revue d'abord de politique bilatérale et ensuite le contexte international. Et vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup dans l'actualité. Les liens entre le Gabon et la Côte d'Ivoire sont des liens très forts. Nous avons bien évidemment, avec le président Ali Bongo Ondimba, fait un tour d'horizon sur les questions bilatérales, la situation politique en Côte d'Ivoire, la situation politique au Gabon, les relations économiques entre les 2 pays, les pays des 2 sous-régions, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et même le continent, et les questions internationales. Monsieur le Président, je voudrais vous dire à quel point cette visite m'a été utile. Je voudrais vous remercier de votre amitié, des échanges que nous avons à chaque fois que nous nous rencontrons et des visites que vous nous rendez souvent en Côte d'Ivoire. Et cette fois-ci, je suis venu à Franceville pour vous dire que nous venons de passer un cap dans mon pays avec l'élection présidentielle d'octobre 2015 qui s'est bien déroulée et que nous avons bien sûr le défi de cette attaque terroriste que nous avons vécue. Et vous avez été parmi les premiers à me téléphoner dimanche après-midi, le 13 mars, quand nous avons eu cette attaque pour m'apporter votre soutien, vos condoléances et votre compassion. Je voudrais vous en remercier à nouveau, remercier le peuple gabonais pour toute l'attention qui a été portée à la Côte d'Ivoire pendant cette période douloureuse. Nous avons beaucoup parlé de ces questions de terrorisme au plan continental, car plusieurs pays africains l'ont subi, au plan mondial, pour dire que tout doit être fait pour améliorer la coordination
et la coopération entre les États, entre nos services de sécurité, nos services de renseignement. Et vous-même, en tant que président de la communauté des États de l'Afrique centrale, vous m'avez dit que vous prendriez des initiatives. C'est ce que nous comptons faire également en Afrique de l'Ouest. Nous avons été en contact avec le président en exercice de la CEDEAO pour que ceci puisse se faire. Et nous espérons que très rapidement, les deux régions pourront tenir un sommet qui pourrait donc renforcer la coopération dans ce domaine. Nous avons beaucoup parlé de la situation économique, aussi bien au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Afrique, pour déplorer cette chute brutale des prix de certaines matières premières, dont le pétrole. Et ceci demande bien sûr des mesures courageuses que vous avez déjà engagées. Donc je voudrais, au nom de ma délégation, et vous dire à mon nom propre aussi combien nous sommes heureux d'être ici, à vos côtés. Et, cette journée a été pleine d'enseignements et également beaucoup de joie de vous revoir en pleine forme. Et nous vous attendons donc à Yamoussoukro pour que nous puissions continuer ces échanges. Avant ces échanges, il y a eu l'accueil du président de la République de Côte d'Ivoire à son arrivée à Franceville, marqué notamment par les honneurs militaires. Devant la presse, le président Alassane Ouattara a dit être venu à Franceville pour rendre hommage à son père, feu le président El Hadj Omar Bongo Ondimba. Venir à Franceville est un moment important pour moi, pour tous les Ivoiriens. Vous connaissez les liens étroits qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et donc Franceville pour nous est comme un pèlerinage, un hommage au père d'Ali et au président Omar Bongo Ondimba, et également qui je considère comme mon père. Un séjour utile, comme l'a indiqué le président Alassane Ouattara, qui, avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba, s'est rendu au mausolée du président El Hadj Omar Bongo Ondimba pour se recueillir et déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre défunt. Pour revenir à l'accueil à l'arrivée du président Alassane Ouattara à l'aéroport El Hadj Omar Bongo Ondimba de Mbengue-Franceville, on peut dire qu'il a été triomphal. Le chef de l'État ivoirien a saisi l'occasion pour prendre un bain de foule. Jérôme Kofi Abolin, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.